Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé Grenoble, 40 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Blanchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le QG, vous serez aujourd'hui le porte-parole d'Éric Zemmour et du parti Reconquête, puisque vous faites partie de l'équipe du candidat en Isère. Vous êtes également conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez été élu en 2001 sur la liste du Rassemblement national. 2021. 2021, j'ai dit quoi, 2001? Oui. Oh là oui, 2021. C'est vrai que c'était l'an dernier les élections. Vous habitez l'Isère, mais vous avez été élu sur la liste qui se présentait dans la Drôme. Pourquoi? Oui, parce que Marine Le Pen m'a proposé de diriger la liste dans la Drôme. Et quand on vous propose une tête de liste, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Donc, j'ai accepté naturellement de diriger la liste là-bas. Mais moi, je suis un Isérois. Je suis né à La Tronche. J'ai passé mon enfance à Saint-Marcelin. J'ai vécu à Grenoble. Et maintenant, j'habite les Abrets en Dauphiné. Donc, voilà. Dans le nord du département. C'est votre premier mandat électoral, conseiller régional? Alors oui, c'est mon premier mandat politique, oui, tout à fait. Vous avez une activité professionnelle en parallèle ou, comme beaucoup, vous vivez de la politique? Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis fonctionnaire d'État. Je suis chargé d'études à l'Agence régionale de santé. Voilà, donc sur une mission régionale. Bon, l'ARS, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois avec la crise du Covid. Vous présidez au sein de la région le groupe Liberté, Identité et Souveraineté. Alors, vous avez fait scission avec le groupe du Rassemblement national pour lequel vous aviez été élu il y a quelques mois. Oui, on a, pour des affaires internes qui se sont très mal passées, et puis aussi pour une forme de divergence politique qui était de plus en plus flagrante. Notre mécanique politique en France fait qu'il faut une alliance au deuxième tour pour gagner les élections. Et malheureusement, le Rassemblement national ne s'engage pas sur une voie d'alliance, ce qui fait que, quel que soit le score, les choses se terminent toujours de la même manière. On a un peu le sentiment d'être parfois les idiots utiles du système, où on porte une parole, mais qui ne peut pas aboutir dans une forme d'exécutif. Donc, on a tourné la page définitivement du Rassemblement national. On a toujours les mêmes idées, les choses n'ont pas vraiment changé. Mais notre voix était interdite au sein du Rassemblement national, une voix un peu plus libérale, un peu plus n'était pas acceptée, donc tant pis. Vous en êtes sorti. On reviendra tout à l'heure sur l'actualité régionale. Pour finir un peu votre CV, vous avez également un passé de syndicaliste. Vous étiez membre de l'UNSA. Oui, j'ai été le secrétaire général de l'UNSA Santé et Cohésion Sociale, qui est la première fédération de professionnels de santé au ministère des Affaires sociales et de la Santé. C'était dans le cadre de mes activités professionnelles. J'ai gardé un très bon souvenir. J'ai rencontré des professionnels de santé extrêmement impliqués, des gens extrêmement pertinents. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais passer un message à Olivier Véran, qui est presque grenoblois, puisqu'il habite juste à côté. Il se tourne beaucoup vers des cabinets comme McKinsey pour prendre des conseils sur les stratégies de santé, alors qu'il a un personnel de santé absolument formidable au sein de la fonction publique. Je ne sais pas s'il nous écoute, Olivier Véran, mais effectivement, si le message passe, on aura sûrement l'occasion de l'avoir dans les prochaines semaines avec les élections législatives qui approchent. Vous avez été exclu d'ailleurs de l'UNSA après votre positionnement politique en faveur du Rassemblement national? Oui, alors il y a une charte interne au sein de l'UNSA et des pratiques. C'est pas la première fois qu'un responsable national de l'UNSA se présente à des élections. Il y a un responsable national qui s'est présenté au régional sur la liste socialiste en Île-de-France. Il y a l'ancien secrétaire général adjoint qui est devenu directeur de cabinet de François Rebsamen à Dijon. Enfin, je veux dire, c'est que le monde syndical parfois voit jaillir des personnalités politiques. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose de nouveau. Et justement, l'intérêt de l'UNSA, c'est que c'est un syndicat autonome. C'est un syndicat qui n'est pas affilié à des partis politiques en principe. Bon, eh bien, j'ai découvert que malgré tout, la jurisprudence qui s'applique à tous les partis politiques ne s'appliquait pas au Rassemblement national. Après tout, c'est une bêtise interne, je pense, d'avoir réagi comme ça, parce que on a été deux candidats de l'UNSA à partir au Rassemblement national. Bon, ils s'en sont fait une montagne en interne, ce qui auprès des adhérents est très mal passé, parce que les adhérents me connaissaient en tant que secrétaire général. J'étais la personne référente qu'ils voulaient avoir, et les adhérents n'ont pas très bien compris ce positionnement national. Alors aujourd'hui, vous avez quitté le Rassemblement national
pour rejoindre le parti Reconquête, l'équipe d'Éric Zemmour. Ça veut dire que vous allez démissionner du mandat que vous avez obtenu à la région grâce au Rassemblement national? Non, pas du tout. Et pour une raison extrêmement simple. C'est que les idées que nous portons sont des idées que l'on rencontrait très fréquemment au sein de l'électorat du Rassemblement national. C'est juste qu'il n'a plus le droit de s'exprimer au sein du Rassemblement national. Cette vision et cette politique qui a commencé à se construire, mais depuis une dizaine d'années, a été cornaquée parce que Marine Le Pen n'accepte pas qu'il y ait une forme de ligne autre que la sienne au sein du Rassemblement national. Mais ce qui n'est pas le cas de ses électeurs. Enfin, ces électeurs ne sont pas tous des gens qui partagent 100% des idées de Marine Le Pen. Tout le monde n'est pas pour la retraite à 60 ans au sein du Rassemblement national. Tout le monde n'est pas... Voilà. Et donc, cette ligne politique, elle a toute vocation à s'exprimer. Et beaucoup d'électeurs ont voté pour cette ligne politique en votant au Rassemblement national. J'imagine que vos anciens collègues qui, eux, sont restés au Rassemblement national n'ont pas forcément cette analyse-là. On vous a demandé de laisser la place aux autres. C'est un scrutin de liste. Si vous démissionnez, il y a un autre élu qui va monter, qui sera peut-être plus en phase avec le RN? Alors concrètement, non, puisque tout ça s'est greffé aussi sur une très vilaine affaire interne de faux comptes Twitter, enfin quelque chose qui avait objectivement qui a que peu d'intérêt, mais nos collègues au sein du groupe RN à la région ont été très désappointés de la manière dont on a été traité par le national et ont parfaitement compris pourquoi on s'était mis en marge. Et d'ailleurs, on avait laissé plein de portes ouvertes. Quand on s'est mis en marge, on a proposé, moi j'ai eu plusieurs fois, j'ai écrit à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, en leur disant mais il faut qu'on trouve une solution. Enfin, c'est... Bon, ils ne le souhaitaient pas, voilà. Ils ne souhaitent pas qu'une autre ligne existe. Voilà. Alors, vous n'êtes pas le seul membre du Rassemblement national à avoir changé de camp ces dernières semaines. Plusieurs cadres ont rejoint Éric Zemmour. Le dernier ou la dernière en date, même si elle n'est pas membre du RN, c'était dimanche dernier avec la nièce de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, qui a annoncé son ralliement. C'était à Toulon lors d'un meeting. Je crois que vous étiez présent. Oui, tout notre groupe politique est descendu à Toulon pour aller voir le ralliement de Marion Maréchal. Oui, j'ai dit la nièce, c'est la nièce de Marine Le Pen et c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Vous considérez comme un proche de Marion Maréchal, vous ? Quand on est à la région, etc., oui, forcément, on connaît... Enfin, moi, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer Marion en 2017 pour les législatives. À l'époque, Thibaut Monnier était candidat à Vienne, sur la circonscription de Vienne, face à Thierry Kovacs. Et il avait organisé un meeting où il a fait venir Marion Maréchal. Et c'est la première fois que je l'ai rencontrée et où on a compris qu'on avait une vision politique qui pouvait être partagée. Et elle, à l'époque, avait décidé de quitter la politique. Parce que la tentative qu'elle avait faite depuis 2012, c'est un parcours construit depuis longtemps. Hein. Marion Maréchal a construit son parcours politique depuis maintenant 10 ans, en essayant de faire émerger une voie qui permette l'alliance des droites. Cette voie a toujours été refermée au sein du Rassemblement national. Et voilà, aujourd'hui, elle est à Reconquête, ce qui est bien la moindre des choses, puisque c'est le parti qui prône l'alliance des droites. Alors, on a vu Éric Zemmour très content de l'accueillir, on le comprend, dans son camp. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose d'ailleurs? Je crois que ça apporte une touche de fraîcheur. Et puis la photo est plus jolie, d'accord, mais au-delà de ça, on n'a pas eu l'impression, ça fait une semaine qu'il y a eu ce ralliement, il y a des sondages quotidiens, on n'a pas noté d'impact dans les scores d'Éric Zemmour, peut-être presque au contraire. Alors, moi, les sondages, je viens du Rassemblement national, je suis très méfiant. Les sondages, ça sert plus à construire l'opinion qu'à la refléter. Oui, mais par exemple, Éric Zemmour s'est servi de ces sondages à l'automne dernier pour légitimer une candidature qui, à l'époque, pouvait être discutée. Donc, c'est un indicateur, j'imagine, que tous les élus regardent, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Mais Marion est quelqu'un qui a construit cette théorie de l'union des droites. Ça fait 10 ans qu'elle construit ça. Alors, c'est Éric Zemmour qui l'a mis en pratique, mais l'idéologie politique qu'il y a derrière, c'est cette idée qui est de dire on ne gouvernera pas seul. Il faudra qu'on gouverne avec des gens de chez LR. C'est Marion qui avait commencé à mettre ça sur la table politiquement. Alors, ça n'a pas pu émerger au sein du Rassemblement national. Mais c'était une volonté. À l'origine, la volonté de faire émerger ça au sein du Rassemblement national. Ça n'a pas été possible. Elle a rejoint Reconquête. Alors après, moi, les reflets dans les sondages, en ce moment, l'actualité internationale avec l'Ukraine
écrase absolument tout. Je ne suis en effet pas certain que les gens aient encore bien réalisé ce qui se passait pour la campagne présidentielle et soient très intéressés par la campagne présidentielle. Dernier sondage en date, j'ai fait exprès de prendre le baromètre Opinionway CNews pour qu'il ne soit pas, entre guillemets, taxé de prise de parti. CNews, qui est la chaîne d'Éric Zemmour. Macron était à 29, c'était le 7 mars. Marine Le Pen à 18, Valérie Pécresse 14 et Éric Zemmour à 12. Donc il y a quand même un écart et on ne voit pas une dynamique comme on avait pu l'observer à l'automne dernier, où chaque semaine, il montait d'un point ou d'un demi-point. Non, mais très clairement. D'abord, je vous laisse vos propos en disant que CNews est la chaîne d'Éric Zemmour. Je ne crois pas, mais je suis pas après tout, pourquoi pas, hein. C'est un parti pris journalistique. Je n'ai pas dit que c'était sa chaîne, elle appartient à Vincent Bolloré, mais c'est la chaîne où il a fait une grande partie de sa carrière et qui reste attaché, on va dire, à la candidature du candidat. Mais en effet, enfin, la période pendant laquelle Marion Maréchal a choisi de rejoindre la campagne d'Éric Zemmour n'est pas une période favorable. Mais elle l'a fait par conviction. Elle l'a fait pour construire cette union des droites. C'est très clairement, on voit que c'est pas du tout un ralliement entre guillemets opportuniste. Sinon, il se serait pas du tout fait à cette période-là avec l'entrée en guerre. Et on voit très bien que l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine a propulsé le président qui se sert de ça pour essayer d'enjamber cette élection présidentielle. Et bon, c'est ce qu'ont l'air de refléter les sondages. Mais encore une fois, moi, je prends ça avec beaucoup de modération. Éric Zemmour donc, enregistre des ralliements venus du RN, très peu finalement du côté des Républicains. Il y avait eu Guillaume Pelletier il y a quelques semaines, mais voilà, il n'y a pas vraiment une dynamique là. En Isère, par exemple, il y a très peu d'élus de droite qui soutiennent la candidature d'Éric Zemmour. Alors, en Isère, Éric Zemmour a obtenu 15 parrainages. Alors, après, vous savez, c'est toujours très difficile de faire la différence entre un parrainage dit républicain, un parrainage de soutien. Par exemple, le parrainage du maire de Voiron, Julien Paula, mais qui a tout de suite dit que ce n'était pas du tout un soutien. Oui. Il y avait eu celui de Sandrine Martin-Grand, qui était peut-être un peu plus ambigu, qui est la première vice-présidente du département, dirigée par les Républicains, on la voit là, qui est restée sur une position n'appelant à voter ni pour Pécresse ni pour Zemmour. Je crois qu'il faudra lui demander à elle, parce que je suis absolument incapable de vous dire quelle est sa position. Mais non, d'autres personnes des Républicains, par exemple Catherine Bols, qui est élue grenobloise, a parrainé Éric Zemmour et a rejoint les équipes de Reconquête tout en restant dans la majorité de Laurent Wauquiez. Vous voyez, comme quoi les choses font. Alors c'est tout nouveau, cette création. Donc les choses se font petit à petit au fil de l'eau. Le parti Reconquête est un parti qui a 2 mois et demi, 3 mois d'existence. Alors la campagne est entrée dans une nouvelle phase avec la publication lundi des candidats officiellement engagés. Ils sont 12 sur la ligne de départ. Ça fait un de plus qu'en 2017. Sur ces 12, il y en a 7 qui étaient d'ailleurs déjà candidats à la précédente élection. On a beaucoup critiqué le système des parrainages. Finalement, tous ceux qui devaient être là le sont. Oui, mais au prix de quels efforts ? Enfin, pendant que des candidats ont tout loisir de développer leur campagne électorale, d'autres sont obligés de mobiliser toute leur force militante à aller récupérer des parrainages. D'ailleurs, moi, je voudrais en profiter là pour saluer le travail d'Antoine Méliès au niveau régional et d'Alexandre Lacroix au niveau départemental, qui ont fait un travail formidable, qui ont permis à Éric Zemmour de récupérer 15 parrainages ici en Isère. Mais tout ce temps n'a pas été du temps à aller convaincre, à aller voir les électeurs pour leur expliquer le programme d'Éric Zemmour. Ça a été du temps passé à remplir un formulaire administratif. Vous savez, quand De Gaulle a pensé ce système-là, on était sur un étiage d'une centaine de parrainages. Et lui-même en souhaitait 50. C'était vraiment pour éliminer les candidats fantaisistes. Maintenant, c'est devenu une forme de pré-suffrage censitaire. Et c'est un vrai problème pour les partis politiques. 12 candidats, c'est beaucoup, pas assez. Comment vous jugez le casting 2022 ? Je crois que à peu près toutes les opinions arrivent à avoir leur candidat. Bon, après on voit bien que ce système des parrainages, qui est censé être le filtre, est un mauvais filtre, puisqu'il mobilise les énergies de candidats qui représentent une forte tendance dans l'opinion, permet l'émergence de candidats qui, très objectivement, ne représentent pas grand-chose. Donc,
Voilà, il y en a 12, mais je crois qu'on est à peu près dans la moyenne de la Ve République. Ça doit être une dizaine, la moyenne de la Ve République. Ça a toujours été autour, effectivement, d'une dizaine. Ça va être quand même difficile d'organiser un débat de premier tour à 12. On a vu, par exemple, en fin de semaine, jeudi, un débat difficilement audible entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour sur TF1. On en voit quelques images, alors qu'ils n'étaient que deux. Donc à 12, on imagine. D'ailleurs, Emmanuel Macron a tout de suite annoncé qu'il ne serait pas candidat à un débat de premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je crois qu'il est toujours dans cette volonté. Depuis le départ, Emmanuel Macron a souhaité conserver la présidence de l'Europe pendant ce semestre. Contrairement à la jurisprudence allemande, en 2006, la même situation était arrivée. Les Allemands avaient décidé de reculer, de retarder leur présidence de l'Union pour ne pas avoir une campagne électorale interne qui était mélangée avec... La présidence de l'Union, c'est une quarantaine de réunions de sommets européens organisés, c'est des centaines de réunions annexes, c'est un travail considérable. Donc déjà, avec une campagne électorale, c'était difficilement mixable. Là, il se trouve qu'en plus, les événements internationaux sont venus en rajouter une couche. Je crois qu'il cherche à tout prix à essayer d'éviter et à enjamber ce premier tour. Politiquement, on ne peut pas lui en faire le reproche, hein, bien évidemment. Il est en position de force et c'est ce qu'il essaye. Par contre, c'est, je pense, dramatique pour la démocratie. C'est-à-dire que, concrètement, les sujets qui doivent être évoqués pendant cette campagne risquent de ne pas l'être. Et ça, un président qui essaye d'escamoter le débat public, on n'en a qu'un de débat public en France, puisque les législatives ont lieu 2 mois après les présidentielles, il n'y a pas de nouveau débat. Donc, on engage le pays pour 5 ans, et je crains qu'on n'ait pas ce débat et que le président essaye de nous priver de ce débat. Je trouve ça dommage. Alors en 2012, on a vu l'affaire Nafissatou Diallo qui avait atomisé la campagne de Dominique Strauss-Kahn. En 2017, c'était Pénélope Fillon qui coulait les espoirs de son mari. En 2022, c'est Vladimir Poutine qui vient perturber le scrutin français. Vous l'avez dit avec cette guerre en Ukraine. C'est un événement que votre candidat n'avait pas vu venir. Hein. Ah non, tout à fait, mais je crois comme aucun candidat. Et d'ailleurs, même pas comme les premiers concernés, les Ukrainiens. Le président Zelensky n'avait absolument pas anticipé cette guerre, n'a absolument pas préparé son armée et la défense de son pays. Les Ukrainiens, d'ailleurs, jusqu'à la veille de la guerre, n'avaient pas fui l'Ukraine, si ce n'est des populations... Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais vraisemblablement, les rapports d'Amnesty International montrent que des Ukrainiens fuyaient depuis 2014 vers l'Est, plutôt vers la Russie. On parle d'une centaine de milliers. Alors, à prendre avec des pincettes, c'est très compliqué dans cette situation. Mais vraisemblablement, c'est ce qu'avait l'air de dire Amnesty International. Mais jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour de guerre, tout le monde a cru qu'une solution de paix était envisageable. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le premier, puisqu'il était revenu en disant qu'il allait pouvoir organiser un grand sommet pour la paix avec Vladimir Poutine et Joe Biden. Alors, Éric Zemmour n'a jamais caché par le passé une certaine admiration pour le président russe. Hein. Il rêvait d'ailleurs d'un Poutine à la française, d'un homme fort qui sache taper un peu du poing sur la table. Il se retrouve un peu coincé aujourd'hui avec ses déclarations, vu le contexte international. Ah, mais je crois que Poutine est un autocrate. Voilà. Il y a au moins une chose qu'on peut lui accorder, c'est qu'il pense défendre les intérêts de son peuple. Il pense défendre les intérêts des Russes. Moi, je pense qu'il les défend mal en faisant cette guerre. Mais lui, de son point de vue, pense qu'il fait ça pour l'intérêt de son pays et pour l'intérêt de sa population. Je crois que c'est ce que voulait dire Éric Zemmour, qu'avoir un président qui se concentre sur son propre pays et sur l'intérêt de sa nation était beaucoup plus important qu'avoir des présidents qui ont des visions européennes ou mondialistes et qui ne se concentrent pas sur ce dont ont besoin les gens dans le pays qui l'a élu. Vous pensez qu'il pense encore aujourd'hui la même chose, vu ce qui se passe en Ukraine? Non, mais je pense que c'est un drame d'abord pour les populations ukrainiennes. C'est un drame qui est vécu depuis 2014. C'est une horreur. La guerre est une horreur. Je pense que là-dessus, que Éric Zemmour est très clair sur ces questions-là. Enfin, c'est une agression de la part de la Russie. La Russie agresse l'Ukraine, a violé toutes les lois internationales, a violé les frontières de l'Ukraine. C'est un vrai problème. En même temps, il est clairement coupable. Il n'y a pas de débat. Poutine est coupable de ce qu'il fait. Mais un jour, il faudra se poser quand même, espérons que les choses se calment, la question des responsabilités. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce que cette population, et ce n'est pas la première fois que des États servent d'États tampons entre l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre. On a connu ça dans de nombreuses guerres, que ce soit en Angola, que ce soit au Cambodge, que ce soit... C'est malheureusement pas la première fois. Et peut-être qu'il y aura à creuser plus tard ce type de fonctionnement pour ne pas le reproduire dans le futur. Donc Poutine coupable et l'Occident responsable du... Non, pas l'Occident responsable. Mais peut-être que certains mécanismes de pensée où on a tendance... On a quand même un petit peu poussé le gouvernement ukrainien
dans ses retranchements, lui disant allez-y, 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 de manière très hypocrite, parce que tout le monde savait très bien que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'OTAN, que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'Europe. On les a un petit peu poussés là-dedans. Ils se sont, et à juste titre, ils ont voulu changer de mode de vie. Alors, on l'entend parfaitement. Mais nous, derrière, on n'avait pas forcément la volonté de réellement les intégrer. Donc, les choses sont toujours très compliquées en politique internationale. C'est jamais blanc ou noir et ce n'est pas manichéen. Est-ce que vous soutenez les sanctions qui ont été prises par l'Europe, justement, à la suite de ce conflit, notamment les sanctions économiques ? Non. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les sanctions économiques n'ont jamais démontré leur efficacité. Si c'était un outil efficace, ça se réfléchirait. Mais ça n'a jamais montré son efficacité. D'un autre côté, ces sanctions, c'est nous qui risquons de les payer. Et de les payer lourdement. Les sanctions suite à la guerre du Donbass en 2014, qui ont été infligées à la Russie, entre autres sur l'agriculture, ont fait que ce sont les agriculteurs français qui ont payé ces sanctions-là. Et ça a permis à la Russie de développer une agriculture autonome. C'est ça, au final, ce qui s'est passé. Et comme toujours, ces sanctions sont très mal pesées. Le gros des exportations russes, c'est les produits énergétiques, c'est le gaz et le pétrole. Et il se trouve que c'est la seule filière sur laquelle il n'y a pas de sanctions, qu'elles soient bancaires. Ils ne sont pas commence à venir. Les États-Unis, la Grande-Bretagne ont décidé de se passer du pétrole russe. Les deux pays qui ont accès à une autre source pétrolière. Voilà, et les Allemands ne sont pas du tout sur cette position. C'est d'ailleurs là qu'on voit qu'il ne peut pas y avoir de défense européenne ni de diplomatie européenne. Nos intérêts sont beaucoup trop divergents sur ces questions. Les Américains seraient tout à fait enchantés de venir nous vendre leur gaz de schiste. Vous ne pensez pas qu'il y aura une solidarité pour justement aider l'Allemagne à se passer du pétrole et du gaz russe qui est important dans sa consommation ? Je pense que toutes les populations européennes et les gouvernements européens, on ne peut pas leur en faire le reproche, sont solidaires de la population ukrainienne. Très clairement, qui est la victime, la grande victime de ce qui est en train de se passer. Maintenant, je ne vois pas de solidarité sur les sanctions qui sont menées contre la Russie. L'Allemagne ne va quasiment pas souffrir de ces sanctions, alors que la France, si. Donc là-dessus, on voit bien qu'il n'y a aucune solidarité et l'Europe de l'Est ne peut actuellement pas se passer du gaz russe. Ce n'est pas seulement l'Allemagne. Alors, si vous n'êtes pas favorable aux sanctions économiques, qu'est-ce qu'il faut faire à côté ? Est-ce qu'il faut livrer des armes à l'Ukraine, comme l'Europe commence à le faire ? Non. Je pense que livrer des armes à l'Ukraine, c'est rallonger la souffrance des Ukrainiens. Très honnêtement, je pense que personne n'imagine que l'Ukraine va gagner contre la Russie. Il n'est absolument pas nécessaire de faire durer cette guerre. Je pense que ça nous met dans une position de co-belligérants et ça ne nous permet plus de réfléchir à un pacte de stabilité en Europe. La Russie est là en Europe. Qu'on le veuille ou non, la Russie est sur le même continent que nous. Donc, soit on va passer un 21e siècle à revivre une guerre froide. C'est une option politique, une option politique qui peut plaire à l'OTAN, enfin particulièrement aux Américains, entre autres pour des questions financières. La Pologne est en train de se réarmer. L'Allemagne a décidé d'une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros. Elle va acheter du matériel américain. Soit on se dit qu'il va falloir qu'on vive en paix avec la Russie. Et les Russes, ont choisi démocratiquement, nous en déplaise, on choisit Vladimir Poutine, qui a une forme de gouvernance totalement autoritaire. Vous estimez que c'est un président élu démocratiquement, Poutine ? Et il est élu démocratiquement. Et il a une pratique autoritaire du pouvoir. Il est très éloigné de nos démocraties occidentales. Mais c'est leur mode de gouvernance. C'est comme ça. C'est tout comme la Chine est très éloignée de nos démocraties occidentales. Et on est obligé de faire avec. Il se trouve que ce pays est sur le même continent que nous, qu'il ne supporte pas d'avoir des bases de l'OTAN en proximité. Et donc, il va bien falloir qu'on ait une conférence de la paix. Il faudra bien que les choses se calment. Donc là, si je vous suis, on laisse Poutine finir d'envahir l'Ukraine et ensuite on essaie de rediscuter avec lui ? Moi, je pense qu'il faut dès maintenant discuter. Dès maintenant, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. La France, autrefois, avait une voix. Elle a perdu sa voix en rentrant dans le commandement intégré. Quand on rentre dans le commandement intégré, on est obligé de suivre ce que font les Américains. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron. Il a voulu aller porter une voix indépendante. Ça lui est revenu en pleine figure. Moi, je pense que la France a tout intérêt à porter une voix indépendante sur le continent européen pour dire à Poutine d'arrêter cette guerre, pour essayer de voir ce qui peut être fait avec les populations russophones qui sont en Ukraine aussi, parce qu'il y a aussi une part des populations qui souhaitent se rapprocher de la Russie. Alors ça peut nous paraître aberrant, nous, vu de notre prisme ici, je vous avoue que c'est pas... Mais ça existe, donc il faut faire avec le réel. Et je crois que la diplomatie devrait faire avec ce réel-là.
et pas avec notre idéologie. Je ne suis pas certain que Poutine arrête sa guerre simplement sur une demande de la diplomatie européenne. Mais bon, les conséquences en tout cas de ce conflit très concrètement, c'est l'arrivée de réfugiés importants venus d'Ukraine, de plus en plus nombreux. On parlait déjà de plus d'1,5 million d'Ukrainiens qui ont été déplacés. On en attend 100 000 en France, d'après les estimations, hein, dans les prochaines semaines. Alors sur ce plateau, il y a 15 jours, Alexis Joly, le patron du Rassemblement national en Isère, un de vos anciens collègues, affirmait sans ambiguïté qu'il fallait accueillir tous ces réfugiés ukrainiens en France s'ils souhaitaient venir dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour l'instant, moi je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 100 000 personnes qui devraient venir en France, de 100 000 Ukrainiens. Pour l'instant, les Ukrainiens... C'est les associations humanitaires qui, pour l'instant, estiment que sur les quelques millions de réfugiés qui vont arriver en Europe, il y aura forcément un contingent qui sera fléché sur la France. Les mêmes associations humanitaires qui organisent le trafic avec les passeurs pour faire traverser la Méditerranée aux Africains, si c'est celle-là, permettez-moi d'avoir des doutes sur leur estimation. Il y a déjà plusieurs milliers, en tout cas, d'Ukrainiens qui sont arrivés concrètement en France ces derniers jours. Alors, apparemment, d'après les chiffres officiels, on a 5 000 Ukrainiens qui sont arrivés, dont d'ailleurs un tiers arrive d'Ukraine avec des nationalités algériennes, marocaines et tunisiennes. C'est quand même assez surprenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait les laisser sous les bombes dans leur pays, puisqu'ils habitaient en Ukraine, même s'ils n'étaient pas ukrainiens de nationalité. Non. C'est bien toute la question. Enfin, moi, je ne suis pas du tout sûr qu'ils habitaient en Ukraine. C'est vraisemblablement une filière est en train de se mettre en place. Une filière d'immigration est en train de se mettre en place via l'Ukraine. Vous savez, des gens qui, de manière opportuniste, avec des associations qui ont une idéologie, enfin, très clairement, cette idéologie de no border, elle existe. Et donc, ces gens-là utiliseront tous les prétextes et utiliseront le malheur des Ukrainiens pour faire tenter de rentrer ces populations-là en Europe. Moi, je crois que pour l'instant, les Ukrainiens ont l'air de vouloir rester en proximité de l'Ukraine. Ils s'installent en Pologne, ce qui est compréhensible, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est que le président Zelensky a interdit aux hommes de quitter le pays entre 18 et 60 ans. Ce qui d'ailleurs en dit long sur la manière démocratique qu'il a de gérer son pays. Seules les femmes et les enfants peuvent quitter l'Ukraine. Ce qui est normal en temps de guerre. Quand il y avait la guerre 39-45 en France, c'est pareil, les hommes étaient appelés à défendre leur pays. Ah oui, ils étaient appelés. Là, tout le monde de 18 à 60 ans est obligé de rester. Moi, je ne suis pas sûr que tous les Ukrainiens aient envie de faire la guerre face aux chars russes. Bon. Mais les femmes et les enfants, les mères qui sont de l'autre côté de la frontière, ont peut-être pas forcément envie, et apparemment n'ont pas envie de s'éloigner de leur mari, de leur père, de leurs époux, ce qui se comprend. Donc je pense qu'il faut qu'on aide la Pologne. Il faut qu'on aide la Pologne à accueillir ces réfugiés ukrainiens. Déjà, la première chose, c'est lever les sanctions financières absurdes que l'Europe a infligées aux Polonais sur de toute autre raison, en les accusant de ne pas être des démocrates, de ne pas savoir, de ne pas être assez ouverts sur le monde. On voit que c'est totalement faux, que la Pologne accueille ces réfugiés ukrainiens, fait tout ce qui est dans leur possible pour que les choses soient le moins dures pour ces réfugiés. Donc je crois que la Pologne a montré que ces sanctions européennes étaient absurdes. Mais bon, il y en a qui viennent en France, vous disiez 5 000, il y en a des milliers qui viendront de toute façon. Oui. Éric Zemmour l'a dit assez clairement, il ne faut pas les accueillir. C'est le seul responsable politique qui s'est positionné comme ça. Alors moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Éric Zemmour disait qu'il ne fallait pas organiser l'arrivée des réfugiés ukrainiens en France de manière institutionnelle. Et ce n'est pas la volonté des Ukrainiens. Par contre, naturellement, des Ukrainiens qui ont des liens familiaux qui ont de la famille en France, etc., ils seraient naturellement les bienvenus. Et je crois que ça ne posera de difficulté à personne et que tout le monde comprendra bien. Par contre, en effet, la volonté d'organiser une filière d'immigration ukrainienne en France, qui est prônée par tous les partis politiques, alors là, du Rassemblement national jusqu'à la France insoumise, nous paraît être une très mauvaise politique à Reconquête. Il a fait une erreur stratégique quand même si vous ne l'avez pas compris comme nous, mais l'opinion publique en général a eu l'impression que Éric Zemmour ne voulait pas accueillir les Ukrainiens, ne voulait pas apporter une aide à ces populations en détresse, même s'il rétropédale un petit peu ou qu'on essaye de nuancer, ça lui a coûté. Les instituts de sondage lui donnent 3 points en moins suite à ces déclarations. Mais vous avez sans doute raison, on est dans une forme de dictature de l'émotionnel. Et tout le talent et aussi toute la problématique d'Éric Zemmour, c'est qu'il élève le débat, il amène les problématiques à 10 ans, 15 ans, 20 ans, en disant voilà quelles sont les conséquences de nos actes. Et quand on est pris sur l'émotionnel sur le moment, c'est très difficile d'avoir ce recul-là. Mais c'est en ça qu'on voit un chef d'État. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, est capable de dire oui, l'émotionnel me commande
me commande de dire, bien sûr, accueillons tous les réfugiés du monde, mettons en place une filière française. Et de l'autre côté, la volonté d'un chef d'État qui dit, quelles seront les conséquences à 10 ans, à 15 ans de cette politique ? La France, avec l'Europe, a décidé d'accorder la protection temporaire aux réfugiés qui arrivent d'Ukraine, qu'ils soient ukrainiens ou étrangers. On estime qu'ils vont être donc quelques milliers, quelques dizaines de milliers sur notre territoire. Ils pourront donc tous bénéficier d'un droit de séjour, d'un accès au logement, de l'aide sociale, de la gratuité des soins. Ça vous paraît une bonne mesure ? Mais je vais vous dire, si on était un pays qui n'avait pas d'immigration, on aurait ces capacités d'accueil. Et ça poserait de difficultés, là encore, à personne. Ça arrive sur un système qui est déjà saturé. Enfin, je ne sais pas ici concrètement où en sont à Grenoble les délais d'attente pour avoir un logement HLM, mais ça se chiffre en mois et dans certaines régions en années. En région parisienne, c'est en années. Donc, c'est sûr, dans cette situation-là qu'arrivent ces réfugiés. Il faut pas l'oublier. Ce n'est pas des réfugiés qui arrivent et demain, ils ont un droit au logement prioritaire. Oui, mais où ? Ils sont où ces logements ? Vous les avez, vous ? Nous ne les avons pas. Concrètement, la France, avec sa politique d'immigration à tout va, d'ailleurs, n'a pas prévu ces problèmes stratégiques en Europe et s'est mis dans l'impossibilité d'accueillir justement de nouveaux réfugiés. C'est d'ailleurs bien un problème. C'est un des problèmes qui n'avait pas été estimé avec l'immigration de masse, mais c'est un problème qui apparaît en ce moment. Alors, immigration zéro, c'est un peu le credo d'Éric Zemmour depuis le début de sa campagne à l'automne dernier. Une campagne présidentielle, ça se joue sur quelques idées fortes, mais il en faut peut-être une ou deux de plus pour l'aider à retrouver une dynamique. Ça lui avait permis d'émerger et de passer à 10-15% des intentions de vente dans les sondages. Depuis quelques mois, ça patine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans son éventail de mesures pour les semaines à venir, avant l'échéance du premier tour ? Mais je crois qu'avant tout, Éric Zemmour, ce n'est pas un technicien de la politique, ce n'est pas un politicien. C'était un journaliste, éditorialiste, c'est quelqu'un qui pense l'avenir, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à avoir testé des mesurettes. C'est autre chose. Son programme phare, c'est l'identité de la France. Est-ce que nous avons encore une identité commune qui nous permet, entre nous, d'assurer nos valeurs fondamentales, la liberté ? La liberté, ça demande d'avoir une identité commune. On voit bien qu'avec un islam galopant, la liberté des femmes est totalement remise en cause. L'égalité, là aussi, ça doit être un idéal commun, mais c'est basé sur notre identité. C'est parce que, pour un Français, depuis 1789, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, est totalement ancrée dans notre inconscient collectif et dans notre manière de concevoir la République. Puis enfin, la fraternité, là aussi, pas de fraternité sans identité. On n'est pas fraternel avec le reste du monde. On s'émeut actuellement des Ukrainiens parce qu'ils sont en proximité. Actuellement, il doit y avoir entre 20 et 25 guerres à travers le monde. Personne ne se sent fraternel en France envers les populations du Yémen qui sont bombardées par l'Arabie Saoudite. Ça nous a complètement échappé. Donc, toutes les politiques qui seront menées sous ce prisme-là. Alors après, si vous attendez des mesures concrètes de pouvoir d'achat, c'est le blocage du prix de l'essence à 1,80 €. Et d'ailleurs, notre groupe politique va déposer un vœu à la région en ce sens-là. Parce qu'on voit bien que cette crise énergétique avait commencé avant la guerre en Ukraine, c'est totalement amplifié. Voilà, une mesure concrète pour les Français, une mesure de pouvoir d'achat. Bloquons à 1,80 € le prix de l'essence, comme cela a été fait par Béret-Beauvois dans les années 90 avec le déclenchement de la première guerre du Golfe, pour permettre aux Français de remplir le plein sur leur véhicule. Emmanuel Macron a annoncé cette semaine, parmi les premières mesures qui dévoilent, le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Marine Le Pen, que vous souteniez il y a encore quelques semaines, elle est favorable à une retraite à 60 ans, d'ailleurs comme Jean-Luc Mélenchon. Comment vous vous situez, Reconquête, entre ces deux extrêmes, j'ai envie de dire ? Alors, Éric Zemmour propose une retraite à 64 ans. Et je vais vous dire, là, je vais reprendre mon ancienne casquette de syndicaliste, où nous étions très attentifs aux données qui proviennent du corps, qui est l'organisme qui est d'orientation sur les retraites. Et je pense qu'il faut être aux manettes pour avoir des données un peu exactes et avoir des projections un petit peu exactes sur comment les choses vont se passer avec la retraite. Bien évidemment, l'espérance de vie augmentant, il va falloir travailler plus longtemps. Combien ? Moi, je suis incapable à l'heure actuelle de vous le dire parce que je n'ai pas vraiment accès à ces données. Oui, il faudra travailler plus longtemps. Alors, non plus, les positions qu'avait Marine Le Pen étaient des positions qui, nous, les collègues avec lesquels j'ai monté ce groupe, ne sont pas en accord avec ces propositions sociales et entre autres avec cette retraite à 60 ans. Mais cette voix n'avait pas le droit de citer au sein du Rassemblement national. Elle a le droit de citer maintenant au sein de Reconquête.
Et après cette élection, pour celui qui est aux manettes, la place du curseur, je pense qu'il y aura encore beaucoup de discussions à ce sujet-là. Le travail, l'emploi, c'est les casquettes de Frédérique Puissat, qui était notre invitée la semaine dernière, sénatrice LR de l'Isère, qui est fléchée sur ces questions-là dans la campagne de Valérie Pécresse. On lui a demandé de vous poser une question, Stéphane Blanchon. On l'écoute. Alors d'abord, je salue Stéphane Blanchon, que je ne connais pas. Moi, je n'ai qu'une question. Comment le candidat Éric Zemmour, qui a quand même un discours extrêmement clivant, peut-il prétendre rassembler les Français? Quand on veut rassembler les Français, je crois qu'on n'a pas le discours qu'il a. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut rassembler les Français alors qu'on les a clivés, ne serait-ce qu'au premier tour? Alors, si vous permettez, je vais répondre par l'exemple à Madame Puissat. Elle a soutenu le projet de loi d'Étienne Blanc, qui est sénateur à Lyon, contre l'écriture dite inclusive. Il se trouve qu'il y a 15 jours de ça, Alexis Joly, qui était présent sur ce plateau et qui est un élu du Rassemblement national, interrogeait Madame Puissat en lui disant « Mais je ne comprends pas, à Échirolles, j'ai proposé une motion contre l'écriture inclusive et Madame Fabienne Sarah, candidate au LR, l'a rejetée. » Et que disait la sénatrice Madame Puissat? Elle disait « Oui, mais comprenez, ça c'est le jeu politique. » Là, vous avez un exemple typique de gens qui pensent tous la même chose. Étienne Blanc, la sénatrice Frédérique Puissat, Madame Fabienne Sarah, un élu RN Alexis Joly, tous ces gens-là pensent la même chose. Mais le jeu politique interdit d'avoir une position commune. On ne peut pas rester enfermé de cette manière-là. Enfin, vous voyez bien que les ponts doivent être réalisés. Et c'est ça que j'ai envie de lui répondre. C'est qu'on n'est pas clivant. On n'est pas clivant. On propose ce pont. On propose cette alliance. Tout le monde est d'accord sur cette proposition à droite. Et on n'arrive pas à la mettre en place. Alors là, vous parlez effectivement de rapport de parti entre partis, mais on ne peut pas non plus exclure qu'au final, ce sont les habitants, les citoyens qui décident, si on regarde les sondages, de ceux qui peuvent se qualifier au second tour. Éric Zemmour est celui qui suscite le plus de rejet. Il est à 30-70 avec un duel face à Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen est à 60-40, comme Valérie Pécresse. Même Jean-Luc Mélenchon fait un meilleur score au second tour dans l'hypothèse où il y serait. Là, ce n'est pas les partis, c'est les citoyens, ceux qui votent, qui s'expriment. Moi, je vous l'ai dit, les sondages, je les prends avec grande méfiance. Bien sûr, comme tout le monde, on regarde les sondages, mais moi, je ne fais pas de la politique avec les yeux rivés sur les sondages. D'ailleurs, si Emmanuel Macron avait fait ça, il ne serait pas présenté à la présidentielle. Donc, on voit bien que ce qui compte, c'est les dynamiques qui sont créées, c'est les alliances qui sont en train d'être passées, parce que, c'est ce que je vous disais en début d'émission, il ne peut pas y avoir de prise de pouvoir dans ce pays sans alliance. Donc, la position de Marine Le Pen qui consiste à dire « moi, je ne m'allierai avec personne » d'un côté parce que je suis ni de droite ni de gauche, et de l'autre côté, la fameuse digue mise en place par Mitterrand chez les Républicains qui est de dire « jamais nous nous allierons avec le Rassemblement national », amène ces deux partis dans l'impasse. Donc, s'ils décident effectivement de ne jamais avoir le pouvoir, très bien que les choses continuent comme ça. Moi, je pense que ces gens ont envie d'amener une alternative en France. Pas une alternance, une alternative. Et donc, pour ça, l'outil, c'est Reconquête. Si jamais les sondages ont raison et donnent Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour, vous allierez, vous rejoindrez Marine Le Pen sur le deuxième tour? Moi, je vais vous dire, j'aurais aucun problème à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. J'aurais aucune difficulté avec ça. Mais je sais que malheureusement, ça ne permettra pas d'avoir une majorité. Au final, au deuxième tour d'une présidentielle, qu'on fasse 33% comme la dernière fois, ou 40% ou 45%, ça ne change rien derrière. Et d'ailleurs, ça ne change rien aux législatives. La dernière fois, Marine Le Pen avait fait 33% aux présidentielles. Elle a obtenu 6 députés sur 577. Donc, ça n'est absolument pas une force de proposition. Et ça encore, c'est notre mécanique électorale qui impose ça. Il faut faire avec le jeu politique dans lequel nous sommes. Alors justement, les législatives, ce sera le scrutin d'après. Quel que soit le résultat, les forces en présence vont jouer un troisième tour. J'ai envie de dire, comment ça va se passer ici en Isère? Il y aura des candidats Reconquête sur les 10 circonscriptions? Oui, il y aura des candidats à Reconquête. Les choses sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas encore... Alors, j'ai vu que les LR ont été déjà rentrés en campagne. Ils sont déjà listés, les 10 candidats. Exactement. Ce qui d'ailleurs en dit long sur l'espoir qu'ils ont pour Valérie Pécresse. Enfin, je veux dire, quand vous avez une échéance politique comme la présidentielle, vous n'êtes pas en train de faire campagne pour votre pomme aux législatives.
Donc je crois qu'ils ont déjà, eux, mis de côté l'éventualité de la victoire de Valérie Pécresse. Nous, les gens ont commencé à candidater. J'ai moi-même candidaté sur la 10e circonscription de l'Isère. Il va y avoir un processus de sélection qui va être organisé au niveau national. Et on verra bien, ça se passera après les présidentielles. Est-ce qu'on pourrait envisager une candidature de Marion Maréchal sur une circonscription iséroise? Elle est lyonnaise, son école en tout cas est basée à Lyon. Il y a des circonscriptions très favorables à l'extrême droite au nord du département, la frontière de Lyon. Est-ce que c'est une hypothèse crédible? Alors, déjà, Marion Maréchal, je ne pense pas qu'elle se définisse comme une femme d'extrême droite. Moi non plus. Je vais vous dire, l'extrême droite est quelque chose qui m'est totalement étranger. L'extrême droite, ce sont des gens qui remettent en cause la démocratie et le régime républicain. C'est absolument pas mon cas. Donc, et je pense que ce n'est absolument pas le cas de Marion Maréchal non plus. Je crois qu'elle a aussi des attaches dans le sud de la France. Après, vous n'êtes pas sans savoir que Marion Maréchal est actuellement enceinte, qu'elle devrait accoucher vraisemblablement au mois de juin, au moment des législatives. Pas le meilleur moment pour se présenter. C'est quand même très compliqué. Je crois qu'elle aura des arbitrages à faire entre sa vie de mère et sa vie politique. Ça, il lui appartiendra de choisir si elle décide de partir aux législatives ou non. Vous parliez des alliances pour justement gagner et gouverner. Elles vont se poser aussi aux législatives. Est-ce que dès le premier tour, il faut essayer de discuter avec le Rassemblement national ou éventuellement avec les Républicains pour avoir un candidat commun? Alors, bien entendu, ce serait la solution idéale. La solution idéale, ce serait qu'à la fin des élections présidentielles, les candidats soient capables de s'entendre pour réussir à mener une opposition à l'Assemblée nationale. Vous n'y croyez pas? Je crains que dans l'état actuel, ce soit encore un peu tôt et peut-être que cette présidentielle et ces législatives vont permettre un grand balayage et une recomposition de la vie politique à droite, tout comme elle a eu lieu à gauche. Alors, je ne sais pas si on aura Marion Maréchal candidate sur une circonscription iséroise, mais on aura une autre star, entre guillemets, de la politique avec Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, qui va se représenter sur la première circonscription de Grenoble. Il est d'ailleurs pratiquement tous les vendredis sur son terrain. On le voit là, c'était ce vendredi matin avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, serrant la main des autres députés isérois, Jean-Charles Collaroy notamment, ou Catherine Kamowski. Qui face à Olivier Véran, chez vous, au Parti Reconquête? Parce que ça va être un match qui sera observé par les médias. Bien sûr. Je veux dire, pour l'instant, à Reconquête, les choses n'ont pas été décidées. Et d'ailleurs, pour moi, ce serait aberrant d'avoir choisi nos candidats actuellement pour les législatives, alors que vous les donniez pas, mais c'est quand même une chance qui se prépare. C'est une élection importante. Bien sûr, une législative, on ne peut pas 3 ou 4 semaines avant se dire tiens, j'y vais. Tout à fait, mais des gens ont candidaté. Des gens ont candidaté et ce processus de sélection n'a pas encore été entamé. Il le sera plus tard. Moi, je crois qu'on a déjà passé de nombreuses semaines à se concentrer sur les parrainages qui nous a éloignés de la politique de terrain. On ne va pas maintenant mettre nos forces dans la sélection des candidats alors qu'on est à un mois de la présidentielle. Je crois que les Français ne comprendraient pas ces cuisines électorales. Combien d'adhérents aujourd'hui au Parti Reconquête chez nous en Isère? Alors, en Isère, 1800. Et au niveau national, au dernier comptage, un tout petit peu plus de 113 000. C'est un parti, là, pour le coup, en pleine dynamique oui. En termes d'adhésion. On verra comment ça se traduit, effectivement, sur ces élections législatives. Vous êtes fixé un objectif sur cette deuxième échéance? Pour les législatives? Pour les législatives. Non, pas encore. Mais pas encore. Là encore, la mécanique de la 5e fait que les choses seront très différentes si Éric Zemmour est élu ou si c'est un autre candidat qui est élu. Donc les choses, c'est beaucoup trop tôt pour envisager ce type de scénario. Il y aura une recomposition, quoi qu'il arrive, après ces élections présidentielles. Est-ce qu'il y en aura une aussi au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Vous avez déjà, fait une scission avec le groupe du Rassemblement national. Vous évoquiez Catherine Bolz, qui est une élue qui siège dans le groupe dirigé par Laurent Wauquiez, par les Républicains, et qui a rejoint aussi Éric Zemmour. Est-ce qu'on va retrouver un groupe Reconquête, ce qui pourrait paraître logique, après l'échéance présidentielle, à la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Je crois que Laurent Wauquiez a choisi une ligne politique qui est celle d'avoir une majorité fondée sur un projet régional. Catherine Bolz, qui est adhérente Reconquête, est toujours membre de la majorité de Laurent Wauquiez, puisqu'elle adhère à ce projet régional. Ça ne vous gêne pas? Ah, pas du tout. Ah non, mais alors, pas du tout. Et vous savez, au-delà de l'homme Laurent Wauquiez,
le courant politique qu'il représente est un courant politique avec lequel on peut avoir beaucoup de points communs au sein de Reconquête. Vous pourriez rejoindre, on va dire, la majorité présidentielle de Laurent Wauquiez à l'issue de ces élections? Alors, sa majorité présidentielle, sûrement pas. Sa majorité régionale, non plus. Je crois que ça n'a pas... Il n'y aurait aucun intérêt. Il est très largement majoritaire. Il y a des choses qui sont compliquées. Ça pourrait se faire que dans le cadre d'un accord. Et je ne vois pas quel intérêt Laurent Wauquiez aurait à passer un accord en l'état actuel, alors qu'il est majoritaire tout seul. On sent que vous avez quand même un regard pas trop sévère sur la politique qu'il mène sur la région depuis maintenant 7 ans. Alors, très clairement, en termes financiers, il a redressé la région. Entre parenthèses, c'est plutôt le travail d'Étienne Blanc qui a payé, puisque c'est lui qui était aux manettes de ce côté-là. Bien sûr qu'on partage des positions communes. Enfin, je vais vous dire, quand Laurent Wauquiez supprime la subvention à Sciences Po Grenoble à hauteur de 100 000 euros, parce que cette école est rentrée dans une dérive wokiste absolument insupportable, je veux dire, on ne peut que partager cette position. Il y en a d'autres qu'on ne partage pas. Mais là encore, la réalité politique montre que les gens à droite ont une communauté de pensée qui est bien plus large que l'aspect restreint des partis politiques. Alors, vous évoquez effectivement le cas de Sciences Po Grenoble qui a fait polémique ces dernières semaines. Je crois que vous avez fait partie d'un groupe de travail suite à ce qui s'est passé à Sciences Po Grenoble. En fait, c'est une élue de mon groupe, Isabelle Surplis, qui est élue de la Loire, qui a demandé à Laurent Wauquiez justement la création d'un groupe de travail sur la laïcité et voir comment est-ce que la région pouvait être un acteur là-dedans. Et d'ailleurs, la dernière réunion de ce groupe a eu lieu mercredi dernier. Mercredi qui vient de passer. Donc vous voyez, typiquement sur ce type de sujet, on peut se retrouver avec la majorité de Laurent Wauquiez. On ne se retrouvera pas sur tout, mais on ne boudera pas à partir du moment où nous, quand on a une idée qui est commune, on ne fera pas l'erreur qui a été commise précédemment par l'exemple que je vous donnais sur l'écriture inclusive à Échirolles. Nous, on sera capable d'aller voter pour des gens avec qui on n'est pas dans une alliance majoritaire. Alors, on parle de liberté d'expression. Actuellement se déroule à Grenoble la 2e édition du Mois des colonels. La première édition en juin 2020 avait été très décriée également dans les médias. Alors, ce sont des tables rondes pour parler d'antiracisme. Est-ce que c'est un événement qui vous choque? Oui, je crois que depuis 3 ans, on assiste au retour d'événements racistes en France. Le Mois des coloniales est un événement raciste. Pourtant, il se positionne clairement comme un événement antiraciste. À partir du moment... on a quand même des règles communes en France. Le mérite individuel est fondé sur ses actions. Pas sur ce que l'on est, mais sur ce que l'on fait. Le Mois des coloniales à Grenoble, le principe est d'essentialiser les gens. Vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes de telle religion, vous êtes de telle autre, et donc vous êtes un dominant, un dominé. C'est littéralement du racisme au sens le plus littéral du terme. Donc oui, effectivement, moi je suis choqué par des événements racistes, et je suis d'autant plus choqué que la mairie d'Éric Piolle finance ces événements racistes. Il leur met des salles à disposition. Il va passer dans son prochain conseil municipal une subvention de 4 000 euros à une association qui s'appelle Virus 36. Ça ne s'invente pas, Virus 36, qui est une espèce d'association qui est co-organisatrice de cet événement raciste. C'est proprement inadmissible. Éric Piolle qui a fait quelques déclarations aussi polémiques ces dernières semaines sur le voile et le port du burkini dans les piscines. J'imagine que là, pareil, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Éric Piolle veut interdire le voile partout et pour tous. Éric Zemmour, pardon. Mais bien sûr, Éric Piolle ici n'arrive pas à prendre de décision sur le burkini dans ses piscines. Mais enfin, qui dans la sphère républicaine peut accepter que des femmes soient entièrement voilées de la tête aux pieds pour aller se baigner? Mais enfin, c'est un recul du droit des femmes qui est absolument considérable. En cette semaine où on a vu passer la journée des droits de la femme, c'est intolérable qu'une religion demande à ces femmes d'être voilées de la tête aux pieds. Enfin, c'est contraire à toutes les valeurs qui ont fondé la République française. Éric Zemmour, là-dessus, lui, il est très clair. C'est, bien entendu, il veut interdire le voile dans l'espace public, mais à juste titre. La laïcité, au-delà de l'aspect technique de la loi, il y a un esprit dans la laïcité. C'est celui de la discrétion religieuse. Vous avez le droit d'avoir les pratiques religieuses que vous voulez.
Ça ne doit pas regarder l'État, ça ne doit pas regarder la puissance publique. C'est quelque chose de personnel, la pratique religieuse. À partir du moment où vous faites un étendard de votre tenue et que vous allez la promener partout de manière conquérante, oui, c'est un problème pour la République. Fermer toutes les mosquées intégristes, c'est aussi dans ces propositions? Bien sûr, bien sûr. Et les mosquées doivent avoir un devoir de discrétion en France. Je veux dire, les musulmans ont tous les droits de pratiquer leur religion. C'est absolument pas une problématique en France. Ce qui est une problématique, c'est l'islam. Et c'est la manière conquérante qu'il a de s'installer dans notre pays. Donc oui, les mosquées qui ne respectent pas les lois de la République, avec des imams qui ne respectent pas les lois de la République, et nous avons quelques exemples dans la région, notamment à Saint-Chamond, on doit être de la plus grande fermeté face à ces institutions. Est-ce que vous soutenez, pour finir, le combat du maire de Mélan, qui tente, lui, d'interdire la construction d'une église intégriste catholique sur sa commune? Alors, concrètement, moi, je ne connais pas ce dossier-là. Je ne sais pas de quelle église intégriste il veut parler. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui est une caste traditionnaliste de l'église catholique. Mais attendez, c'est toujours la même chose. Si ces gens ont une pratique religieuse qui n'empiète pas sur la vie publique, qu'ils ne viennent pas expliquer sur la vie publique leur manière de penser et de vivre. Les gens ont le droit d'avoir la pratique religieuse qu'ils souhaitent. Qu'ils aient une église ne pose absolument pas de difficulté à partir du moment où cela reste dans le champ privé. Ce qui est problématique, c'est quand les convictions religieuses sont dans le champ public. C'est contraire à l'esprit de la laïcité. Dernier exercice, Stéphane Blanchon, poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Il s'agit d'Elisa Martin, qui est la première adjointe au maire de Grenoble, Éric Piolle, qui est membre de la France Insoumise et qui viendra ici, notamment pour son implication dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je vous demande de regarder la caméra qui est en face de vous et de lui poser une question. Elle vous écoute. D'accord. Bonjour Elisa Martin. Moi, j'aurais une question simple. Est-ce que vous avez procédé à l'exclusion des nervis de la France Insoumise qui ont agressé Clément Chappé dans la 3e circonscription il y a quelques semaines? Merci. Merci Stéphane Blanchon. On lui posera la question. Elle répondra la semaine prochaine, Elisa Martin, sur ce plateau. Le QG politique, c'est toutes les semaines, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Et vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay sur telegrenable.net.